Mais tout de suite, je vais démarrer avec, Virginia Marcus que je vais appeler pour me rejoindre. Donc évidemment sous vos applaudissements, bien sûr, forcément. Merci Virginia. Vous pouvez vous asseoir, là-bas sur le ah ben non, oui, alors Virginia Marcus, elle va nous en parler tout à l'heure, c'est une militante animaliste qui a fait beaucoup de choses et qui a fini par, créer un sanctuaire en Suisse où elle accueille justement des animaux qui sortent de laboratoires ou sauvés des abattoirs. Et elle va nous en parler tout à l'heure et elle va nous raconter les belles histoires en fait qu'elle vit avec ses amis à poil et à plumes. Mais je vous propose de démarrer tout de suite par une petite vidéo pour nous présenter en fait ses amis du sanctuaire. Est-ce que tu... Voilà, on va s'asseoir et puis après on parlera après la vidéo. À tout de suite. Je vais laisser ça ici. Arcana! Allez Arcana, vas-y vite, 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 vite. Voilà. Les bébés c'est en bas. Voilà les amis. Allez viens, viens petit Jean. Ok Naos, Naos, viens Naos, viens. Bonjour, bonjour beauté. Bonjour beauté. Ma reine. Oui, ton tour arrive, mon cœur. Chacun son tour. Hein? T'étais occupé à faire quoi là? Oh, mon cœur. Salut beauté. Bonjour Dom. Bonjour amour. C'est l'heure. On monte. Non, 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 Toscane, non. C'est pas du tout ici, mon cœur. Arcana. Ça va, petit cœur. Oh là là. Ça va, Doug. Petit Doug. Tranquille. Tranquille. Oh là là. Il est jaloux.
Allez, Fortuna, viens aussi. Allez, on y va. Allez, viens. Faut attendre Serena, viens. Viens, Serena, viens. Hop, hop, hop. Merci Virginia Marcus pour oui, je pense qu'on peut l'applaudir pour ces images. Alors juste avant que je vous pose des questions, on va peut-être nous expliquer en 2 minutes ce sanctuaire, depuis quand il existe, comment vous vivez. Est-ce que vous êtes toute seule? Parce que c'est un peu le rêve de beaucoup d'entre nous, je pense, d'avoir comme ça un endroit un peu un paradis pour les animaux, mais ça ne doit pas être si évident que ça. Là, on a vu beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et de caresses, mais je pense que tous les jours, ça ne doit pas être aussi facile quand même. Oui, alors bonjour, merci à toutes et tous d'être là, ça me fait super chaud au cœur, merci pour l'invitation. Alors là, évidemment, vous avez vu des images qui sont idylliques avec des animaux qui sont choyés, bichonnés, qui sont le plus libres possible. C'est clair qu'un projet comme ça demande un investissement non seulement à temps plein, mais vraiment c'est un projet sans répit. Donc je dis toujours qu'il faut estimer des horaires quotidiens de 14 heures en moyenne de travail pour que ça fonctionne, que tout le monde soit bien nourri, mais que les espaces soient entretenus aussi. Donc oui, c'est pas tout repos, mais c'est tellement magique ce qui se passe sur ce lieu, non seulement pour les animaux qu'on a vus à l'écran, mais aussi pour toutes les personnes qui viennent en visite et en immersion, que ça en vaut vraiment le détour. Et donc pour faire très bref l'historique de ce lieu, donc il est lié à l'association Coexister que j'ai fondée en 2018. Et en fait, le but de cette association, c'était vraiment de montrer dans le concret, dans la pratique, comment on fait pour cohabiter avec ces animaux qui sont méconnus, parce qu'on les connaît justement en principe que sous la forme de steaks, d'omelettes, etc. Et l'idée, c'était de mettre en pratique les valeurs animalistes, mais pas que, écologistes aussi, de la cohabitation interespèces. Déjà de montrer que c'est possible, que c'est réaliste en fait, et même que c'est salvateur finalement pour toutes et tous, autant pour les animaux que la nature environnante et pour les humains. Et donc voilà, ça fait maintenant 5 ans et demi qu'on est installé, ça fonctionne, et la vie de ces animaux a changé du tout au tout, mais aussi des 1000 et quelques personnes qui viennent chaque année sur place aux événements publics qu'on fait. Et juste avant qu'on parle des animaux, vous vivez comment financièrement? Parce qu'il faut les nourrir. Donc vous avez des dons, c'est ça? Vous en sortez à peu près? Alors oui, l'association Coexister est une association reconnue d'utilité publique en Suisse. Et on fonctionne sur la base de dons, mais pas que. Je dis toujours que c'est un piège de croire, c'est un piège un peu naïf de croire qu'on peut compter que sur les dons quand on gère un projet de cette ampleur qui coûte de l'argent, ça c'est sûr. Et donc on met en place des activités pédagogiques institutionnelles. On accueille aussi des entreprises parfois qui veulent faire du team building ou autre. Et depuis quelques années, je donne aussi des formations qui sont payées pour des personnes qui ont envie de créer des projets similaires, en fait, parce qu'il faut une base solide. Une base que j'ai dû construire un peu de façon aléatoire les 2 premières années. Et donc, c'est toutes ces possibilités-là aussi qui font vivre financièrement le lieu, oui. Bravo, parce que c'est pas évident. Donc franchement, vous me bluffez. Bravo. Alors, on va quand même tout de suite, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va tout de suite parler des animaux. C'est vrai que quand on voit des proies comme les animaux qu'on a vus, on parle beaucoup de leur intelligence émotionnelle, cet art incroyable des émotions, de ressentir les émotions des autres, etc. Et c'est vraiment ce que votre film montre, de la confiance en l'autre quand il faut avoir confiance, de la douceur, etc. Quelle est votre analyse, oui, de cette intelligence émotionnelle de ces proies que sont les animaux de rente? C'est assez intéressant parce que, en fait, le but de la petite vidéo qu'on a regardée maintenant, et pour rebondir sur ce que vous dites, c'est de montrer que finalement, le lien qu'on peut créer, le lien de confiance et le lien sécurisant qu'on peut créer avec un chien ou un chat, on peut aussi le créer avec une vache, un mouton, un cochon. Et en effet, ces animaux-là qui sont des proies,
ont parfois de la peine à faire confiance, d'autant plus que la plupart d'entre eux viennent d'endroits extrêmement négligents, voire maltraitants. Et donc, il faut un temps d'adaptation pour qu'ils puissent se sentir suffisamment en sécurité et en confiance. Et ça, c'est un lien qui se crée avec le temps, mais de la même manière qu'on peut le faire avec un chien ou un chat issu d'une SPA ou d'un séquestre, etc. Et j'aime à rappeler que finalement, la frontière de l'espèce, elle est très arbitraire et elle est assez dérisoire, en fait. Parce que pour l'anecdote, à la base, j'étais éducatrice sociale, donc je travaillais avec des enfants dans des contextes familiaux problématiques et aussi avec des adolescents en rupture. Et j'ai vraiment l'impression, strictement, de faire le même travail. Sauf que les espèces que j'accompagne ou que j'accueille ont changé de forme. Mais le travail de résilience, de remise en confiance et de sécurisation de la relation, il est strictement le même. Est-ce qu'il y a eu un problème comme au départ de communication? Souvent, quand on a des chats ou des chiens, qu'on a du mal à les comprendre, on va voir des comportementalistes pour essayer de comprendre, de traduire un peu leurs gestes, etc. Est-ce que vous avez eu ça? Parce que c'est pas évident de savoir tout de suite comment s'exprime un cochon, comment s'exprime une vache. Il n'y a pas d'école pour ça, quoi. Comment vous avez fait? Alors, la clé, c'est de ne pas tomber dans le piège de l'anthropomorphisme, déjà, parce que c'est clair que nos chiens et nos chats sont quand même pas mal imprégnés, de par la domestication, de notre langage aussi. Et c'est vrai qu'avec des cochons, des vaches, des poules, des moutons, etc., il faut en fait passer énormément de temps en immersion à leur côté pour les observer. Et je dis toujours que ça vaut mieux qu'une expérience ou une étude scientifique que de faire l'effort de s'immerger dans leur monde, en fait. Les expériences scientifiques vont mettre dans un contexte superficiel des individus pour montrer quelque chose de leur langage ou de leur comportement. Alors que là, quand on va s'immerger dans leur clan, en fait, on apprend les codes. On apprend les codes et surtout, on se met à même niveau. Et ça, pour moi, c'est fondamental dans ce genre de lieu. C'est que je ne suis pas l'observatrice qui vient analyser quelque chose pour en tirer profit. Je me mets à leur niveau et je me mets pas seulement à leur service, mais vraiment pour comprendre leur langage, leurs besoins. Et pour prendre un exemple très concret, par exemple, les bovins, si vous avez déjà vu des bovins jouer ensemble, souvent ils se mettent face à face, front contre front, corne contre corne, s'ils ont la chance d'avoir des cornes. Et ils se poussent, On en ils a se vu là bousculent. tout à l'heure. Et c'est vraiment du jeu. Et donc ça veut dire que nous, en tant qu'humains, si on se met face à eux et qu'on leur caresse les cornes, c'est un appel au jeu pour eux. Donc ils vont vraiment se mettre en mode provocation parfois. Alors que les cochons, c'est l'inverse. Les cochons, ils vont se sentir et tester en fait la confiance qu'ils peuvent faire à autrui en se sniffant avec le groin. Donc c'est vraiment là qu'on y va tout doucement. Et au contraire, c'est pas ça qui va les appeler au jeu ou à la bagarre. C'est plutôt si on se met sur le côté, ils se mettent en fait sur le côté les cochons pour se battre, par exemple. Et donc, je vais pas avoir la même attitude face à un bovin ou face à un cochon, en tout cas au tout début quand un individu arrive, parce que je sais que leurs langages sont différents. Mais pour ça, il a fallu que je m'immerge des semaines, des mois. Et encore une fois, j'apprends tous les jours. Il n'y a pas une semaine où j'apprends pas quelque chose d'eux, en fait. Alors, vous dites que vous vous mettez à leur niveau pour essayer de les comprendre. Je pense qu'aussi que ces animaux se mettent à votre niveau pour essayer de vous comprendre. On a déjà prouvé que nos chats miaulaient alors que dans la nature, ils miaulent pas, parce qu'ils savent que ça fait plaisir à leurs humains, que nos chiens nous regardent avec un petit air comme ça, alors que les loups, ils font pas ça parce que ça fait plaisir à leurs humains, etc. Est-ce que vous avez remarqué des changements d'attitude dans ces animaux? Et je pense à deux exemples que vous m'aviez donnés. La poule qui montait sur vos genoux pour ronronner. Je pense pas que dans la nature, franchement, elle monte beaucoup sur des genoux pour ronronner, ou le dindon qui paradait pour séduire et se faire câliner. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme exemple de cette adaptation de ces animaux qui se sont dit « Ah, elle est comme ça va lui plaire, je vais la séduire en faisant ça ». C'est difficile, je ne sais pas si vraiment c'est pour me plaire qu'ils le font, mais en tout cas, il y a peut-être une forme de mimétisme, mais il y a une forme d'intelligence vraiment très très subtile qui amène ces individus à sentir comment attirer mon attention, ça c'est vrai. Et typiquement, Priya la poule dont on parlait ensemble lors d'une interview et dont je parle dans Ce que murmurent les animaux, qui est mon dernier livre, donc Priya la poule, c'est une poule qui avait le comportement d'un chat la plupart du temps, mais alors qu'elle venait d'un élevage intensif de poules de ponte, donc elle n'avait jamais vu de chat de sa vie. Donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas une histoire de mimétisme, mais là, elle avait une intelligence spécifique qui fait qu'elle a trouvé un intérêt à être en relation avec les humains, et donc elle a un bout fait en sorte que moi je la comprenne, quoi. Et donc cette poule qui vient d'un élevage intensif de ponte, qui arrive au sanctuaire avec des pattes handicapées, qui marche très bizarrement, elle était capable de parcourir 200 mètres pour venir à ma porte toquer avec son bec pour que j'ouvre la porte, qu'elle rentre dans la maison, et au moment où je m'asseye, elle sautait sur mes genoux et elle ronronnait en demandant des câlins. J'ai pas la photo là, ou la vidéo, mais c'était vraiment incroyable. Et elle éprouvait un bonheur réel en fait à vivre ce moment-là. Et moi, c'était la première fois que je cohabitais avec des poules, donc j'aurais pas pensé ça possible non plus, mais c'était juste hallucinant.
Et je pense par exemple à Jaman, qui est une brebis qu'on voit, une brebis noire qu'on voit dans le petit film ici. Jaman, elle a atterri au sanctuaire à 2 jours de vie parce qu'elle elle a été rejetée de son clan. Bref, on l'a accueillie, donc elle était dans ma maison. Et je l'ai biberonnée pendant des semaines. Et elle a grandi avec les chiens et les chats, en fait, essentiellement dans la maison au début. Eh bien, Jaman, à chaque fois qu'elle veut attirer mon attention, elle fait ça. comme, comme les chiens pourraient le faire, là, exactement de la même manière. Et elle a ce côté très bout-en-train, joueur aussi. Alors, est-ce que c'est sa qualité d'individu ou est-ce que c'est par mimétisme? Je ne sais pas, il y a peut-être un bout des deux. Mais oui, des exemples comme ça, il y en a tous les jours. Et alors, on a vu qu'il y avait beaucoup de cochons. Bon, les cochons, c'est fascinant parce que c'est un animal particulièrement intelligent et je pense un des plus martyrisés de toutes les civilisations. Est-ce que du coup, quand vous avez beaucoup de cochons, ils refont une petite société à eux? Ils redeviennent, je ne vais pas dire qu'ils redeviennent sauvages, mais ils reprennent, vous les voyez évoluer pour retrouver leurs instincts, au moins à défaut d'être sauvages, avec des sociétés à eux, avec les dominants ou les pas dominants, je ne sais pas, les plus faibles, ceux qui protègent les autres. Enfin, vous voyez ça, des sociétés qui se recréent chez vous? En fait, chez toutes les espèces, c'est ça qui est intéressant parce que, par exemple, chez les bovins, nous, on accueille actuellement 8 bovins d'âges différents, de races différentes, de gabarits différents, d'expériences de vie différentes, et ils font clan ensemble. Ce qu'ils n'ont pas pu faire dans les élevages, parce que dans les élevages, ils sont classifiés, catégorisés par âge, par gabarit, etc. Donc, ils ne peuvent pas hiérarchiser de la même manière. Et en fait, chez les cochons, ce qui est très intéressant, c'est que d'expérience, j'ai compris qu'ils n'aiment pas vivre en grands clans. Ils aiment vivre en petits noyaux de 4, 5, 6 individus maximum. Au-delà, ils se battent trop. Et en effet, ces individus qui n'ont pas pu vivre de façon intergénérationnelle eh ben, découvrent et s'émancipent dans leur personnalité. Et ça, je peux vous parler d'un exemple très concret avec Root, une truie qui est arrivée chez nous, qui est issue d'un laboratoire d'expérimentation animale. Root, elle était truie reproductrice dans un labo. Donc en fait, en gros, elle était gardée dans une petite case en béton avec une petite cour extérieure quand même, et elle était inséminée 2 à 3 fois par année pour reproduire des petits. Et donc, elle a produit ces petits qu'on lui a systématiquement retirés parce qu'ils servaient aux expériences scientifiques. Et en fait, quand j'ai été la chercher, cette truie, elle était vraiment sur le qui-vive. Donc elle était vraiment très réactive, comme ça, très en tension. Et quand j'ai été la chercher, elle avait une marque d'injection derrière l'oreille. C'est là qu'on fait des injections chez les cochons. J'ai demandé pourquoi, est-ce qu'elle avait été vaccinée ou autre. Et la laborantine me dit « Ah non, mais on a dû lui couper les ongles, donc on a dû la sédater ». Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'elle n'était pas assez en confiance pour qu'on lui coupe les ongles, et donc elle a dû être sédatée pour ça. C'est celle que vous voyez sur les images tout à l'heure à qui je coupe les ongles. Donc, sans contrainte aucune, hein. Elle est au parc, et puis je lui coupe les ongles. Et donc ça, c'est hyper intéressant, parce que quand elle est arrivée au sanctuaire, au début, elle ne comprenait pas trop ce qui lui arrivait. Au bout de 2 semaines, elle a compris qu'elle était en sécurité et sa personnalité s'est déployée de façon mais vraiment monumentale. En quelques jours, ses traits ont changé, son regard a changé et elle a compris qu'elle était dans un lieu de confiance. Et donc, elle a commencé à être joyeuse, à être communicative et ultra confiante. Moi, je peux lui faire tous les soins sans qu'elle dise jamais rien. Et c'est devenue la leaduse du clan. Mais leaduse du clan des cochons roses, pas du tout de façon tyrannique ou agressive ou réactive, mais vraiment maternante, ferme quand même. Mais c'est elle qui est devenue le pilier de sécurité de ce clan de 6 cochons roses, par exemple. Donc clairement, dans un environnement où ils peuvent être qui ils sont sans rapport de force, ils se découvrent même eux-mêmes très différemment de ce qu'ils étaient par le passé. Exactement comme les humains le feraient d'ailleurs. Hein. Quand ils passent d'un contexte maltraitant à un contexte bien traitant, ils peuvent se déployer différemment. Oui, alors j'ai l'impression que c'est quand même pas toujours aussi simple, en tout cas pour les humains. Et on se dit, quand on voit ces images et quand on voit d'où ils sortent, est-ce qu'il n'y a pas quand même des moments, vous parliez tout à l'heure des cochons qui pouvaient se battre, est-ce qu'il n'y a pas des moments où ils sont tellement traumatisés que du coup, il y a de l'agressivité, il y a des batailles, enfin comme chez nous, quand il y a des gens qui ont beaucoup souffert, même si on s'occupe d'eux au départ, souvent il y a beaucoup d'agressivité et on met nous des années à calmer, à rassurer un être humain qui a souffert. Est-ce que chez les animaux c'est pareil et vous êtes parfois obligé de faire face à des moments d'agressivité ou de lutte entre eux ou de... Ah oui, ça c'est sûr. Donc c'est clair qu'on ne doit pas être naïf. Hein. La coexistence interespèce, c'est aussi de la confrontation parfois. C'est aussi des règlements de compte pour définir qui est qui dans la hiérarchie, ça c'est sûr. Et il y a des exemples d'animaux pour qui ça va prendre beaucoup plus de temps pour faire confiance. Là, je parle de Root. Elle m'a fait confiance tout de suite, mais le moment où elle s'est déployée dans sa personnalité, il a fallu 2-3 semaines. Mais par exemple, j'ai un autre cochon que j'ai accueilli qui a été, lui, très martyrisé. En fait, dans les grandes lignes, il était détenu dans un squat qui a été évacué par la police de façon extrêmement violente. Donc lui aussi a subi des violences au moment de cette évacuation. Donc lui, les humains, vraiment, c'était une source de stress et de crainte. Il est arrivé chez moi, il s'appelle Miuk, et j'ai mis littéralement 1 an et demi
avant d'obtenir sa confiance. Alors qu'en fait, il avait juste vécu une scène traumatique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça dépend de la personnalité de chacun. Une scène traumatique avec cette évacuation de la police a nécessité 1 an et demi pour qu'il me fasse confiance. Ça fait 5 ans qu'il est au sanctuaire, je suis toujours la seule personne qui peut le caresser. Sur l'ensemble des bénévoles, etc. Donc oui, aussi chez les animaux, il y a cette différence dans la temporalité de la résilience, quoi. Il y en a qui arrivent à refaire confiance tout de suite, d'autres pour qui ça va prendre des années, et d'autres aussi chez qui ça ne prend pas, hein. Ça veut dire qu'il y a aussi des animaux qui vont rester très distants, c'est assez rare. Mais il y en a parfois. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont vraiment leur personnalité propre, qui fait qu'ils vont appréhender leur nouvel environnement différemment à chaque fois. Et pour parler de retrouver les instincts naturels de ces animaux, j'ai un exemple vraiment très marquant que certaines personnes qui sont venues au sanctuaire connaissent, c'est Nimo, un petit lapin, un tout petit lapin blanc comme ça, qui était détenu en cage, hein, dans une famille comme c'est le cas habituellement, et ensuite il a été adopté temporairement par une autre famille. Il est arrivé au sanctuaire, c'est devenu un lapin sauvage. Mais littéralement, c'est-à-dire qu'il vit totalement libre depuis 4 ans et demi sur le terrain. Il va des fois chez les cochons, des fois chez les moutons. Il est complètement libre, en fait. Alors, on m'a toujours dit, mais t'as pas peur des renards, etc. Je dis, bah oui, bien sûr, mais j'ai compris que lui, son libre arbitre, c'était ce qui était fondamental pour lui. Il refusait d'être au contact. Ça fait 4 ans et demi qu'il vit comme ça. Et ce lapin, je l'ai vu faire partir les renards en leur courant après. Je vous jure que c'est vrai. Et donc, ça fait 4 ans et demi qu'il vit comme ça. Il est respecté de tous, hein, les bovins, les moutons, etc. Et souvent, on le voit sur un rocher, comme ça, au milieu du terrain, et il observe comme un chef. Il a retrouvé ses instincts qu'il n'a pourtant jamais connus, en fait, parce qu'il est sans doute né en animalerie, il a été détenu en cage, etc. Mais dans un contexte comme celui-ci, il est devenu comme un lièvre sauvage. Et vraiment, il a 10 ans, ce lapin. Donc, c'est fou quand même. Et donc, c'est évidemment pas pour tous les lapins le même parcours, mais en tout cas, pour lui, je trouve qu'il est très inspirant avec ça. Est-ce que d'ailleurs, sur ce genre d'attitude, vous voyez une différence entre les femelles et les mâles ou pas du tout? Non, alors non, je me réjouis d'ailleurs de participer d'écouter la présentation de tout à l'heure sur l'animal féministe, parce que pour parler très concrètement, dans les clans des animaux qu'on accueille chez nous, c'est quasiment toutes des matriarches qui gèrent les clans. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. Toutes. Que ce soit les bovins, chez les cochons, même les moutons, c'est souvent des femelles qui sont les leadeuses. Mais leadeuses, quand je dis leadeuses, c'est des personnalités qui sont sécurisantes, très fermes, quand même très très fermes, il faut le dire, mais extrêmement bienveillantes aussi. Donc c'est intéressant. Vous devez avoir malheureusement beaucoup de mortalité, parce que ce sont des animaux qui ont beaucoup souffert, donc en général ils vivent un peu moins longtemps, surtout ceux qui sortent de laboratoire, hein. On travaille beaucoup maintenant sur la perception de la mort par les animaux, c'est quelque chose de très intéressant. Je trouve que ça fait partie de toutes ces recherches qu'on fait sur la conscience, etc. des animaux. Comment vous vivez ça? Est-ce que vos animaux, comment ça se passe quand il y en a un qui meurt? Quelle est leur réaction? Est-ce que vous avez des choses à nous raconter là-dessus? C'est une thématique que j'aborde beaucoup dans le livre, parce qu'évidemment, quand on cohabite avec ces espèces-là qui ont soit une longue lignée de sélection génétique, ou alors même qui développent des maladies autres, bien sûr, chaque année, il y a des décès, quasiment chaque année. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que quand il s'agit du bon moment pour l'animal, j'insiste là-dessus, et que l'animal sent qu'il est en train de partir, en général, ça se passe très sereinement. Et c'est pour ça que pour moi, il y a une différence drastique entre la mort d'un animal dans un sanctuaire pour des raisons de vieillesse, de maladie ou d'accident, et que c'est le bon moment, c'est toujours très serein. Ce qui n'est absolument pas comparable avec des euthanasies au mauvais moment, même chez un vétérinaire, ou bien sûr l'abattage dans des chaînes d'abattage dans le milieu de l'élevage. Donc en fait, il y a vraiment des différences drastiques. Un animal pour qui c'est pas le bon moment, il va résister comme s'il est à l'abattoir, que ce soit l'euthanasie ou pas d'ailleurs, qui le mettent à mort. Et donc là, avec les animaux que j'accompagne régulièrement dans ce passage-là, je vois qu'il y a une forme de sérénité pour la plupart du temps, sauf quand il y a un décalage, et ça c'est dur, c'est une réalité des sanctuaires, quand il y a un décalage entre le psyché et ce que le corps peut encore ou pas fournir en termes de vie. Très concret, les cochons roses qu'on a vus à l'image, ou les poules issues de longues lignées de pontes par exemple, eh bien leur corps à un moment donné les lâche, alors qu'ils sont encore très jeunes. Et là, on peut voir des grandes résistances au fait de partir, parce que mentalement, ils sont tout à fait encore jeunes et dynamiques, mais c'est leur corps qui ne supporte plus le poids de la sélection génétique. Et ça, c'est très, très dur, je trouve, parce que nous, on accompagne ces moments-là le plus sereinement possible, mais on sent bien que naturellement, ça ne devrait pas exister, ça, en fait. Donc ça, c'est assez difficile. Par contre, ce que je trouve incroyable, c'est comment les autres animaux des clans gèrent ces passages.
Et je trouve que là, on a énormément de choses à apprendre en tant qu'humain, parce que nous, on a tellement peur de ne plus exister, on a tellement peur de disparaître, qu'on résiste à cette thématique de mort. On en a peur, on en fait un tabou, on délègue cette étape de la mort à des institutions, d'ailleurs, les hôpitaux, les homes, etc. Alors que les animaux, ils vivent avec cette réalité. Je ne peux pas dire qu'ils projettent le fait de mourir de façon consciente, je ne suis pas sûre, mais je pense qu'ils le ressentent instinctivement comme étant une étape complètement naturelle. Et donc là, il y a des animaux qui vont faire leur deuil en 4 secondes, ou en 4 jours, ou en 4 semaines, ça dépend. Mais ils ont, de mon point de vue, très rarement une difficulté existentielle à s'en remettre du fait qu'un congénère meurt. Sauf chez les chiens, par exemple, qui sont très imprégnés des humains, je trouve que les deuils sont plus difficiles à faire pour eux. Mais pour les autres espèces, il y a comme une espèce d'acceptation innée, en fait. Donc il y a des rituels de deuil que j'ai vus chez les cochons notamment, ou chez les dindons aussi. Mais C'est-à-dire alors, rituel de deuil, par exemple, chez les dindons, j'en parle aussi dans le livre. Il y a Wakan, qui est un dindon qui a vécu chez nous avec son frère Tanka. Et Tanka, il est décédé de la plus belle des manières, mais évidemment très jeune, puisque c'était un dindon issu d'élevage intensif, donc avec un corps disproportionné, beaucoup de difficultés à marcher. Il avait 8 mois, il était en train de marcher sur le terrain un soir d'été, et tout d'un coup, son cœur s'est arrêté, bam, il est tombé. Voilà. Donc il n'a absolument pas souffert, il était juste complètement libre. Et j'ai amené Wakan, son frère, aller voir le corps de son frère mort, et il a vraiment il était en état de sidération, et il a commencé à taper avec ses pieds sur le sol et à lui tourner autour. Et vraiment, dans son regard, on sentait la panique, quoi, parce que c'était son frère. Et je me disais, oh waouh, peut-être que pour Wakan, ça va être difficile à vivre comme deuil, quoi. Puis en fait, j'ai emballé le corps de son frère, je suis partie avec. Wakan, il a regardé et il est parti manger comme si de rien n'était. Comme si le fait qu'il ne voit plus sous ses propres yeux le corps de son frère, c'est que c'était bon, c'était fini. Il n'a pas du tout déprimé, en fait, après coup. Donc c'était assez intéressant, cette temporalité. Et chez les cochons, j'ai eu une fois un cochon qui est décédé et sa mère, maman Ondée, est venue vraiment lui dire au revoir en le poussant avec son groin de façon linéaire, comme ça, 3 fois de suite, pendant une dizaine de minutes. Elle avait des larmes qui coulaient. Alors voilà, est-ce que c'est des larmes de tristesse ou est-ce que c'était une réaction haute, j'en sais rien, peu importe. Puis elle est restée couchée 5-10 minutes à côté de lui. Puis à un moment donné, elle s'est relevée, elle est partie faire sa vie de nouveau. Voilà, son deuil, c'était ça, c'était 10 minutes. Et moi, le deuil de ce cochon, ça m'a pris 6 mois, quoi. Donc, c'est là que la perspective, je trouve qu'elle est inspirante. Alors merci beaucoup pour toutes ces histoires magnifiques que vous racontez en effet dans Ce que murmurent les animaux. Tout à l'heure, vous allez revenir avec Sébastien Moreau pour répondre aux questions du public. Et puis, après la conférence sur les araignées, vous pourrez donc dédicacer vos ouvrages. Mais pour l'instant, je vous propose qu'on accueille Sébastien Moreau, qui est vulgarisateur scientifique et qui va nous parler lui aussi des animaux de ferme, mais sous un aspect, vous nous avez parlé vraiment de l'aspect humain et émotionnel. Là, on va parler d'un aspect scientifique. Et je vous propose déjà d'applaudir Virginia pour tout le travail qu'elle fait. Merci beaucoup. Parce que vraiment, merci pour les animaux et tout ce que vous faites. Sébastien Moreau, à vous la parole. Et dans 30 minutes, 35 minutes, on revient pour vos questions. Merci. Donc, merci à toutes et à tous d'être là. Merci à Yolène. Et merci à Virginia pour son témoignage. Et vous ne pouvez pas imaginer comme je trépignais parce qu'il y avait plein de choses hyper intéressantes qu'elle a racontées, qui est effectivement soutenues par plein de recherches. Et il y a pas mal de phénomènes, de comportements que vous avez vus dans sa vidéo dont on va parler. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est issu d'un ouvrage que j'ai coécrit avec Laïla Benabi, qui s'appelle Les cerveaux de la ferme, pour lequel pour laquelle j'ai fait une recherche bibliographique assez conséquente, puisqu'il y a 455 publications scientifiques en bibliographie. Sachant que j'ai 40 minutes, je vous laisse diviser 450 par 40 minutes, ça va être compliqué. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous faire quelque chose d'exhaustif. J'ai pris quelques-uns des travaux qui sont intéressants sur l'axe suivant, c'est-à-dire qu'on va parler de différents aspects. En premier, on va parler... C'est long à ouvrir. En premier, on va parler un petit peu de cognition, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans leur tête, comment ils analysent le monde. Encore une fois, il y a beaucoup de travaux là-dessus, surtout sur les poules. Alors, on s'en étonne souvent, mais en fait, les poules, sur tous les animaux dont on va parler là, c'est vraiment l'animal sur lequel on a le plus de travaux. Ensuite, on va parler un petit peu de communication, de ce qu'on connaît un peu de leurs différentes communications, de leur vie sociale. On va parler de ces histoires de clans, on va parler de ces organisations-là, justement, de ces histoires de leadeuses. Et je vous fais un petit teaser, les leadeuses et les dominantes, ce n'est pas les mêmes individus.
Et ensuite, on fera une conclusion, parce que sans conclusion, c'est toujours moins bien. Alors, cognition. Donc, tous les dessins que vous verrez dedans sont issus de la bande dessinée. Donc, c'est la magnifique plume de Laïla Benhabib. Alors, dans la cognition, il y a quelque chose qui est très important, très intéressant, c'est les travaux qui ont été faits sur la médication, sur le fait de se soigner. Parce que là, on a affaire quand même majoritairement à des herbivores, à l'exception des poules. Bon, de toute façon, à chaque fois que je vais dire un truc, ce sera à l'exception des poules. Bon. Donc, on a affaire à des herbivores. Nous, comme ça, en tant qu'humains, on se dit, ok, c'est des herbivores, on les regarde, ils sont en train de brouter par terre, toutes les herbes, c'est des herbes. Oh non, toutes les herbes, c'est pas des herbes. Vous pouvez avoir des légumineuses, vous pouvez avoir des graminées, vous pouvez avoir tout un tas d'espèces. Et sans rentrer trop profondément dans les détails, on a montré qu'en fait, les moutons sont capables de différencier les différentes, différencier les variétés de plantes et aussi leur famille botanique. C'est-à-dire qu'on a montré que, par exemple, des moutons peuvent faire la différence entre, enfin des brebis dans le cas présent, peuvent faire la différence entre des légumineuses et des céréales. Et si on leur apprend que l'une des deux est mauvaise parce qu'on l'a mélangée avec quelque chose qui leur pose des problèmes de ventre, eh ben, ils arrêtent de consommer toutes les légumineuses. C'est-à-dire qu'ils transfèrent à toutes les autres plantes de la même famille botanique. Et sachant ça, les mêmes équipes ont fait des travaux extrêmement fascinants en se disant, OK, est-ce qu'ils peuvent apprendre à se soigner? Donc voilà comment ça fonctionne. Au départ, on leur donne de la nourriture, c'est-à-dire donc c'est des agnelles pour la plupart, donc des jeunes brebis. On leur donne de l'orge. Quand elles mangent trop d'orge, ça leur provoque une augmentation de l'acidité. Donc déjà, il faudrait que cet animal soit capable de faire le lien entre ce qu'elle mange et ce que ça provoque par la suite. Ce qui n'est pas nécessairement évident. C'est-à-dire que si vous mangez et qu'après vous vous sentez mal, vous n'êtes pas certain de ce que c'est qui vous a mis mal. Et ensuite, on va leur apprendre pareil avec du tanin mélangé avec de l'orge et de l'alfalfa, qui, eux, posent des problèmes digestifs et de l'intoxication, et de l'acide oxalique mélangé avec à nouveau de la nourriture, qui là produit des vomissements et des maux de ventre. Donc, pendant un certain temps, ils les nourrissent. Tac, ok. Au départ, tu auras de l'orge, après, tu auras du tanin, chaque jour, de façon à ce que l'animal apprenne le type de malaise que ça va lui provoquer. Ok, mais ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rajouter le médicament qui va avec. Donc, on va leur donner de l'orge, l'animal va avoir une augmentation de son acidité, et ensuite, on va lui donner du sodium de bentonite qui va, en fait, permettre d'apaiser cette acidité. Et pour que l'animal reconnaisse correctement quel produit c'est, on va donner un goût particulier. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a un goût d'oignon, il y en a un autre qui a du goût. Donc ça, c'est l'oignon. Pour le polyéthylène glycol, c'est de la noix de coco. Et pour le phosphate dicalcique, c'est du marc de raisin. Et donc, on va leur apprendre, quand tu manges de l'orge et que tu manges le truc avec le goût d'oignon, ben en fait, tu n'as plus mal au ventre après. Et pareil, dans chaque cas, avec du tanin, on leur fait goûter le polyéthylène glycol après qu'ils aient eu mal. Et donc là, c'est le goût de noix de coco. Ok, l'animal, en théorie, devrait se rendre compte que ça le soigne. Et ensuite, pareil avec le phosphate dicalcique. Donc, pour que l'animal comprenne que ce sont des médicaments, il faudrait, qu'il comprenne que c'est ce qu'il mange qui lui a fait mal, que subjectivement, il soit capable d'analyser le type de douleur qu'il a, parce qu'on a 3 types de malaise différents, et en plus, il soit capable de lier le truc qu'il a mangé après, c'est-à-dire le médicament, avec l'apaisement de son état qui viendra plus tard. C'est extrêmement complexe comme phénomène. Et bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ne se sont pas limités à ça, les scientifiques. C'est qu'ensuite, ils ont pris les agnelles et ils leur ont fait manger soit de l'orge, soit du tanin, soit de l'acide oxalique. Et ensuite, ils leur ont présenté les 3 médicaments, totalement librement, pour voir si l'animal va être capable de choisir le bon médicament, celui qui correspond avec ce qu'elle a mangé. Et le fait est que c'est le cas. C'est-à-dire que ces animaux sont capables d'utiliser ce qu'ils mangent comme un médicament et de sélectionner parmi 3 médicaments différents. C'est au moment où cette étude est sortie, la première, donc en 2010, c'était la première fois qu'on mettait à jour la capacité d'un animal, à exception de l'humain, de choisir précisément au milieu de 3 médicaments différents. C'est extrêmement impressionnant comme travaux, en fait, ça. Et 5 mois plus tard, les animaux étaient toujours capables de faire ça. C'est-à-dire qu'une fois que ça a été appris, ça reste des phénomènes à long terme. Ce qui, en soi, n'est pas très étonnant parce qu'on sait qu'ils apprennent beaucoup de ce qu'ils mangent par la suite. Mais 3 médicaments, quoi. C'est-à-dire que là, littéralement, le mouton, quand vous le voyez en train de brouter, en réalité, il peut totalement être à la pharmacie. Il peut totalement soit être en train de manger, soit en train de se dire « Ah, je suis un peu ballonné, alors attends, c'est laquelle la plante qui va le mieux ?» Les moutons sont capables de faire ça. Ensuite, en matière de mémoire et de repérage spatial, on a affaire à des animaux qui gravitent dans des environnements assez vastes, assez complexes. Alors les poules, c'est moins vaste souvent.
à l'exception des poules, la classique. Il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites sur les aptitudes à se diriger dans des labyrinthes. Par exemple, ça, c'est des tests qui ont été faits sur les vaches, où d'abord, on leur apprend avec juste une entrée et une sortie. Puis après, on commence à rajouter des murs, et les vaches doivent apprendre petit à petit à sortir du labyrinthe. Et il s'avère que les vaches sont extrêmement fortes pour ça. Et si ensuite, vous leur foutez la paix pendant 1 mois et demi, et que vous les remettez dans le labyrinthe, la vache, direct, elle fait « Ok, droite, gauche, gauche, allez, on sort ». Sur les cochons, on a eu le même type de travaux. Donc on a eu ce type d'expériences qui ont été faites où au départ le cochon commençait en bas, il avançait le long de 1, il tournait à gauche à 4 et il pouvait atteindre la sortie. Et au fur et à mesure, ils ont compliqué le labyrinthe et il fallait faire un nombre de passages d'une complexité phénoménale. Et les cochons sont très forts à ça, une fois de plus. Et on a même eu beaucoup plus loin avec des moutons. Alors celle-là, elle est assez folle. Cette expérience-là, l'objectif, c'était de voir à quel point les moutons sont flexibles dans leur apprentissage. C'est-à-dire à quel point ils sont capables d'apprendre quelque chose, d'ensuite faire l'inverse, d'ensuite changer de règle. Et donc là, ce que vous voyez, ce sont des enclos. Donc vous avez ici une barrière, le mouton va rentrer par là, et là on a un seau et un autre seau, et derrière il y a des grilles qu'on peut ouvrir pour qu'il change, et ensuite il va passer d'enclos en enclos. Au départ, on lui apprend une règle totalement arbitraire. C'est-à-dire que là, il y a un seau bleu, là, il y a un seau jaune. Ce qu'il doit apprendre, c'est que le seau jaune, c'est la bonne réponse. S'il rentre du côté du seau jaune, on lui ouvre la grille. S'il rentre de l'autre, on n'ouvre rien, on le bloque pendant un petit moment dedans, et ensuite, on lui redonne le choix de pouvoir aller là-bas. Ok, bon, ça, les moutons, ils y arrivent très bien. Il faut savoir que ça provoque des émotions assez fortes chez les moutons. C'est-à-dire que quand un mouton se trompe, il pète des câbles, mais d'une force. Mais de même, quand ils répondent juste, on voit très clairement que les moutons sont super contents d'avoir répondu juste. Ensuite, le deuxième, une fois qu'ils ont appris ça, c'est un test de mémoire. C'est-à-dire que si c'était jaune, c'est toujours jaune. Si c'était bleu, peu importe dans quel sens ils sont. Ça, bon, ça va, c'est pas trop dur. Là commence à arriver le truc de pourri, parce que par moment, les scientifiques ne peuvent pas s'empêcher d'être des pourris. La règle s'inverse. C'est-à-dire qu'une fois arrivé ici, si c'était le jaune, ça devient le bleu qu'il faut choisir. Ça, c'est pas facile quand même de se dire, ok, jusqu'à maintenant, c'était toujours ça qui marchait, maintenant, il faut faire l'inverse. Eh bien, les moutons l'apprennent. Alors, je vous laisse imaginer, la première fois que les moutons sont arrivés là, ils ont dit, là c'est jaune, ah bah je vais à jaune, et le truc s'ouvre pas. Ça n'a pas créé une très bonne ambiance dans le labo. Enfin, dans la ferme, parce qu'en l'occurrence, des trucs sont faits en ferme, ça. Et ensuite, le truc se complique de folie, c'est-à-dire que subitement, c'est plus les mêmes couleurs. Alors non, d'abord, c'est les mêmes couleurs, mais c'est d'autres objets. C'est plus des seaux. C'est un cône et un pot de fleurs, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, c'est plus les mêmes couleurs, mais c'est les mêmes objets. Et en fait, au fur et à mesure, ils augmentent la difficulté et les moutons sont tellement forts pour faire ça. Donc, littéralement, ce que vous voyez là, c'est un escape game pour les moutons. Et les moutons sont très, très, très doués pour ce genre de tâches. Et il y a quelque chose qui a été observé dans les années 2000 sur des vaches. C'est-à-dire qu'ils avaient observé que quand on donne le choix à des vaches de pouvoir attendre derrière une barrière, qu'on ouvre la barrière, qu'elles puissent aller au fond du couloir pour chercher à manger, ou si elles apprennent elles-mêmes à ouvrir la barrière, les vaches ne se comportent pas de la même manière. Et d'ailleurs, je suis tombé, bon, là c'est incroyable, je suis tombé sur cette vidéo avant-hier, que je vais donc rajouter, parce que c'est quasiment la représentation grandeur nature réelle de ce qu'ils ont fait en labo. Donc là, vous êtes sur des câbles qui sont probablement électrifiés. Et on sort. Donc, qu'est-ce qui est intéressant vis-à-vis de ça? Alors, dans l'étude, c'était un peu le même genre de truc, sauf qu'elle devait passer le museau à travers un trou, ça coupait un rayon laser et ça ouvrait la barrière. Et les scientifiques se sont aperçus que tous les critères qu'on utilise d'habitude pour évaluer si un animal développe des émotions positives ou négatives, et tous les critères d'émotions positives étaient présents chez les vaches, et d'ailleurs, quand elles ouvraient la barrière, elles sautaient comme des malades. Donc, ils se sont dit, ok, c'est intriguant, mais c'est pas si fou que ça, parce qu'en fait, on sait que, et ça c'est valable pour tous les animaux ont besoin d'avoir du contrôle sur leur environnement. C'est vraiment quelque chose de capital, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'avez pas de contrôle, vous allez développer du désespoir. C'est ce qu'on voit par exemple dans les élevages avec les comportements de stéréotypie, un animal qui va passer son temps à mordre sa cage, dans les zoos, le tigre qui fait de gauche à droite, en long, en large, en travers comme ça. C'est des animaux qui ont appris qu'en fait, peu importe ce qu'ils font, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent rien faire. Mais à partir du moment où vous avez du contrôle, ça fait baisser l'incertitude du monde, parce que le monde il est quand même sacrément incertain en permanence, surtout en ce moment. Et c'est quelque chose qu'on retrouve partout.
plus vous donnez du contrôle, plus les animaux seront contents. C'est des trucs qu'on essaie de montrer un peu partout. Ça a été montré par exemple chez les poissons, c'est-à-dire que les poissons seront en général beaucoup plus actifs, beaucoup plus contents si vous leur donnez accès à eux-mêmes se servir de la nourriture que de leur donner la nourriture. Et donc pour voir à quel point ça pouvait développer ça, il y a une autre étude qui a été faite sur les chèvres et cette étude est absolument fascinante. Voilà comment est fait le dispositif. Vous avez ici, donc ça c'est une espèce de truc cylindrique pour mettre de la nourriture. Ça c'est un rack en hauteur parce qu'en fait les chèvres, on en reparlera tout à l'heure, ce sont des animaux de montagne à l'origine. Donc c'est des animaux qui aiment dormir en hauteur. Donc c'est très important quand on vit avec des chèvres de leur fournir un couchage en hauteur. Ça c'est de la paille et ces deux trucs-là c'est ce qui va nous intéresser. Waterer c'est une fontaine. Le dispositif est simple. Les chèvres, elles ont à manger, mais pour boire, il faut qu'elles aillent à la fontaine. La fontaine, c'est une petite boîte avec un bouton rouge. J'appuie avec le museau, ça fait tomber de l'eau juste en dessous. Jusque-là, très simple, toutes les chèvres y arrivent, il n'y a pas de problème. Maintenant, les scientifiques ramènent un deuxième dispositif, le Learning Device, qu'on va appeler la borne d'arcade. Voilà comment ça se présente. Une fois à l'intérieur, la chèvre se retrouve face à un écran d'ordinateur. Sur cet écran, il y a 4 motifs. À côté de chaque motif, un bouton. La chèvre, au départ, donc pour voir les vrais motifs issus de l'étude, ce sont ceux-là. Donc, imaginons au départ que la bonne réponse, ça soit cette croix-là, de manière totalement arbitraire. Les scientifiques choisissent ça de manière aléatoire. La chèvre, au départ, elle n'en sait rien, elle, de où est-ce qu'elle va devoir appuyer pour avoir de l'eau. Donc, elle va appuyer partout, comme nous on ferait. Ah, ça marche. Ah, ça marche. Puis assez rapidement, elle va se rendre compte qu'en fait, peu importe où est la croix, qu'elle soit là, qu'elle soit là, qu'elle soit là, en fait, l'idée, c'est qu'il faut appuyer sur le bouton qui est à côté de la croix, et c'est ça qui va me donner de l'eau. Très bien. Vous avez des chèvres qui sont très bonnes à ce jeu-là. Vous en avez qui sont nuls, mais on ne va pas en parler parce que les pauvres. Mais on en a qui sont très bonnes. Ensuite, ils leur apprennent une deuxième série, de façon à ce que ce soit un peu plus fun. Et donc, peu importe, quand elles rentrent, ça peut être n'importe où. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas forcément positionnés dans ce sens-là. La croix, elle peut être là, mais elle peut être là le coup d'après, elle peut être là. L'idée, c'est juste que tu appuies sur le bon motif. Donc, les chèvres vont apprendre à utiliser, à répondre à ces questions-là. Et la plupart des chèvres obtiennent de l'eau. Alors, pour rassurer, même celles qui sont nulles, vu qu'il n'y a pas de limite d'essai, elles peuvent juste appuyer autant qu'elles veulent jusqu'à obtenir de l'eau. Elles ne mourront pas de soif. Maintenant, le truc intéressant. Les scientifiques réactivent la fontaine parce qu'elle était désactivée au moment où ils ont mis ce truc-là. Donc, les chèvres étaient obligées d'utiliser la bande d'arcade. Pas le choix. Mais maintenant, elles ont le choix. Et si on réfléchit, l'effort est le même. C'est-à-dire qu'il faut appuyer sur un bouton là et appuyer sur un bouton là. Donc physiquement, l'effort est identique. Mais mentalement, ce n'est pas la même chose. Parce que mentalement, il faut résoudre un quiz, il faut résoudre un challenge qu'on n'a pas à faire là. Eh bien, on observe que la plupart des chèvres vont obtenir une grande partie de leur eau de la borne d'arcade. Et c'est proportionnel à la compétence de la chèvre dans le jeu. C'est-à-dire que les chèvres qui étaient très bonnes dans le jeu, elles vont obtenir la quasi-totalité de leur eau, plus de 96% ici. Celles qui étaient nulles, on les trouve beaucoup plus souvent là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les chèvres aiment résoudre des challenges intellectuels. Et ça, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut retrouver chez les humains. Pourquoi vous croyez qu'entre midi et 2, il n'y a que des quiz à la télé? C'est parce que justement, on voit qu'on peut répondre, on gagne du contrôle sur notre environnement, on baisse de l'incertitude, etc., etc. Et là où c'est super fascinant, c'est que vous devez vous dire, le troisième là. Et bien justement, une fois que les deux dispositifs étaient accessibles, ils ont rajouté un nouveau set de motifs qu'aucune chèvre ne connaît. Ce qui veut dire que les chèvres, qu'elles soient bonnes ou pas, vont forcément se planter en permanence au départ jusqu'à apprendre au fur et à mesure la bonne réponse. Par conséquent, d'un point de vue purement efficace, ça serait complètement nul d'aller chercher la bande d'arcade, il vaudrait mieux aller à la fontaine parce que les chèvres vont rien avoir comme eau au départ, même les meilleurs. Et pourtant, ce n'est pas ce qui se passe. On observe que les chèvres, et notamment celles qui kiffent vraiment le jeu, vont continuer à aller dedans et elles vont avoir un taux d'échec monumental au départ et au fur et à mesure, elles vont gagner en compétences, ce qui va leur faire plaisir et elles vont continuer à utiliser majoritairement le dispositif. Et on en a certaines qui sont un peu moyennes, qui elles vont switcher parce qu'elles vont dire c'est bon, ça va avec vos conneries là. Et ça, pareil, c'est des choses que les animaux mémorisent pendant pas mal de temps. Alors maintenant, si on veut parler aussi dans les phénomènes complexes de règles logiques et numériques, alors là, les poules, c'est votre homme ou c'est plutôt votre femme? Les poules sont des brutes dans tout ce qui est aptitude logico-mathématique.
Il y a un laboratoire en Italie, ça fait 30 ans qu'ils bossent là-dessus. À chaque fois qu'ils publient quelque chose, le cerveau explose. Ça, c'est de la folie furieuse. Par exemple, dans l'idée des règles logiques. Ici, sur ce dispositif, boum, pas du tout. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas que Ah, c'est celui du dessus. Très bien. Alors, bon, je ne peux pas le grossir parce que je suis un âne, mais bon, l'écran est grand. Là, vous avez une arène triangulaire. Ici, de chaque côté, vous avez des écrans, c'est-à-dire, ça ressemble un peu à ça, là. C'est un écran comme ça. Et dessus, il y a des motifs qui sont dessinés. Un rond, une croix rose, un rond, deux ronds, une croix rose. OK. Et de l'autre côté, on a deux flèches. On a une flèche rouge, un sablier bleu, une flèche rouge ou marron. Et ensuite, deux flèches rouges, sablier bleu. OK. Là, c'est pareil. Les scientifiques vont décider qu'il y en a un derrière lequel il y aura toujours de la nourriture. Donc, ce sera un petit asticot, enfin un verre de farine plus précisément. Et là, il n'y aura rien. Donc, les poules, au départ, c'est des poussins, en l'occurrence, c'est des bébés, vont y aller de manière totalement aléatoire. Bon, bah, je vais là, ah, chouette, il y a un truc à manger. Je vais là, ah, il n'y a rien. Et au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que, OK, à chaque fois que je vais derrière rond, croix, rond, il y a à manger. Peu importe que ce soit à gauche, peu importe que ce soit à droite. Donc là, on se dit, ouais, bon, OK, elles ont juste compris que c'est ce motif-là, elles ont mémorisé le motif. Est-ce qu'elles ont mémorisé la couleur? Parce que les poules ont une vision des couleurs qui est bien meilleure que la nôtre, parce qu'elles voient même dans l'ultraviolet. Mais ça pourrait aussi être l'ordre, rond, croix, rond, on ne sait pas exactement. Ce qu'ont fait les scientifiques, c'est qu'à un moment, ils ont subitement changé les motifs et les couleurs. C'est-à-dire que subitement, nous n'avions plus rond, croix, rond, et rond, rond, croix, et vert, rose, vert, ou vert, vert, rose. On a eu... Ah ben non, je dis la merde en plus. Au départ, ils ont appris avec ça. Et subitement, ils ont changé avec ça. Ils ont changé avec flèche, sablier, flèche, ou flèche, flèche, sablier. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes motifs. Or, les poussins ont continué à répondre correctement. Pourquoi? Parce que les poussins ont compris que c'est ni la couleur, ni les motifs qui comptent, c'est le pattern qui est derrière. A, B, A, 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 B. A, B, A, A, B. Combien ici l'avez vu venir celui-là? Une personne. Et d'autres personnes timides, j'imagine. Mais c'est pour dire que effectivement, les poussins ont été capables d'extraire une règle logique à travers ça, ce qui est très impressionnant. De même, on a beaucoup de travaux sur les aptitudes numériques chez les poules et chez les poussins, notamment. Alors, on sait déjà depuis très longtemps qu'ils sont capables de percevoir les positions ordinales. Je refais en français. Imaginons que devant eux, vous leur mettez une grande barre en bois avec 10 trous. Ces trous sont fermés par un petit bout de papier. Et derrière le 4e trou, il y a à manger, mais pas sous les autres. Eh bien, on se rend compte que très rapidement, les poussins vont avancer jusqu'au 4e trou, picorer dans le 4e trou pour avoir la nourriture. Ce qui veut dire qu'ils sont capables de faire, OK, c'est pas le premier, c'est pas le deuxième, c'est pas le troisième, c'est celui-là. Ce qui est extrêmement fascinant, c'est que les scientifiques se sont dit, alors attendez, si on leur présente plus face à eux comme ça, mais en largeur. Et là, subitement, il y a 2 quatrièmes positions. Ça dépend si vous partez de la gauche ou si vous partez de la droite. Eh bien, il s'avère que les poussins partent prioritairement de la gauche. Certains partent de la droite, mais beaucoup partent de la gauche. Et ça, c'est très fascinant parce qu'on a longtemps considéré que compter de la gauche vers la droite, c'était quelque chose de culturel, vu que d'autres cultures humaines comptent de la droite vers la gauche. Or, on a même des travaux sur les abeilles qui montrent qu'elles ont aussi une tendance d'aller de la gauche vers la droite sur des tâches numériques. Visiblement, ce serait lié à la façon dont le cerveau est latéralisé. Mais en fait, ce serait quelque chose qui est changeable culturellement, mais qui, à la base, est très implanté dans la façon dont le cerveau s'organise. Et donc, dans certains travaux, alors ça, c'est un extrait d'une étude qui s'appelle « Arithmetic in Newborn Chick », sortie en 2009. « Arithmetic in Newborn Chick », ce qui veut dire en français « arithmétique chez des poussins nouveau-nés ». L'étude est la suivante. En fait, quand les poussins naissent, comme chez beaucoup d'oiseaux, ils ont une période qu'on appelle l'imprégnation, c'est-à-dire qu'ils vont avoir leurs frères, leurs sœurs, leur famille à portée de main, et donc ils vont s'y attacher socialement très fort. Certains scientifiques utilisent ça pour les imprégner sur des objets inanimés de façon à pouvoir contrôler ces objets, ce qui éthiquement pose des soucis du reste. Et on sait que, comme beaucoup d'animaux, ils ont tendance à préférer aller là où il y en a le plus, parce que c'est là où on se sent le plus en sécurité. Je veux dire, si vous rentrez dans une grande pièce, qu'il y a 5 personnes en groupe là-bas, vous allez rarement rester tout seul comme ça, et en tout cas, si vous le faites, vous n'allez pas vous sentir bien. Eh bien, les poussins vont avoir tendance à faire la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont aller du côté où il y a le plus de petites capsules Kinder. Donc, ce qu'ils font, c'est au départ, ils vont montrer au poussin qui est enfermé dans une petite cage en plexiglas une capsule Kinder, et ils vont d'abord en mettre
une à droite, puis une à gauche, puis une à gauche, puis une à gauche, puis une à gauche. Si vous êtes très très fort en calcul mental, vous savez maintenant qu'il y en a 4 à gauche, une à droite. Il faut penser que le poussin, lui, n'en a vu qu'une seule à chaque fois, puisqu'à chaque fois, elles ont été cachées avant qu'on sorte la suivante. Et on s'aperçoit que le poussin va bien derrière celle de gauche. Ce qui veut dire que le poussin est capable d'additionner 2 têtes. Mais forcément, ce n'est pas assez marrant, donc les scientifiques sont allés plus loin. Ils ont fait la même chose, et c'est ce que je vais vous montrer en vidéo. Ils en ont mis une à droite, 1, 2, 3, 4 à gauche, et ensuite, ils en ont pris une de gauche qu'ils ont déplacée à droite, puis une deuxième de gauche qu'ils ont déplacée à droite. Du coup, il y en a combien ici maintenant? Il y en a 3 ici et 2, puisqu'il y en a 5 en tout. On ne peut pas être bon partout. Et donc, est-ce que les poussins vont être capables de faire ça? Parce que ça veut dire qu'il faut qu'ils soient capables, à chaque fois en n'envoyant qu'une seule, de se dire, OK, il y en a une là, il y en a 4 là, on en enlève une là, donc -1, ça fait... Donc là, il n'y en a plus que 3, là, ça va... Donc là, ça fait 2, puis là, on en... Je vous montre, et la voix que vous allez entendre, c'est celle de Giorgio Valortigara, qui est le directeur de thèse des chercheuses qui ont fait cette étude, qui est le directeur du labo où ils font ça. Ah bon, on n'a pas sa voix. Eh bien, très bien, Giorgio. C'est peut-être moi qui l'ai coupé, c'est possible. In the screen on the left, one object, Voilà, two Giorgio. objects, 3 objects, and 4. We have had addition up to this point. Now we try some subtraction. One object is moved from the left to the right, and then another one moves from the left to the right. So at this point, we would expect that Chick will choose the screen on the right side, and it does. Ce poussin a 3 jours. Il vient de sortir de l'œuf. Et ça, c'est une des particularités. Les poules sont des animaux précoces, donc à la naissance, en fait, les poussins ont déjà beaucoup de compétences qu'ils auront à l'âge adulte, contrairement aux humains qui sont vraiment pas terribles quand ils sont petits. Alors, maintenant, on va parler un peu communication. Et on va commencer par les contraintes à la communication. Parce qu'on a affaire à des animaux dont, au départ, durant leur évolution, vivent dans des milieux très différents. Et tout à l'heure, Virginia parlait du fait qu'ils revenaient rapidement à leur état naturel. C'est simplement parce qu'en fait, même si la sélection a mis beaucoup de pression sur beaucoup d'animaux, en réalité, ils ne sont pas très éloignés de leurs cousins sauvages. Et la poule, on le sait particulièrement parce que la poule possède toujours sa souche sauvage. Ce que vous voyez là, ce ne sont pas des poules domestiques. C'est un coq et des poules sauvages qui habitent encore en Asie du Sud-Est. On en trouve, vous allez à Singapour, vous en verrez dans la rue. Donc la souche sauvage existe, donc on le sait. Et ça a une influence. Parce que par exemple, les chèvres, je le disais tout à l'heure, sont des animaux de montagne. Les moutons sont en général basse montagne. Les vaches sont plutôt des animaux de plaine. Les cochons sont plutôt des animaux de sous-bois. Ils sont cousins directs du sanglier, probablement la version domestiquée du sanglier. Et les poules, donc animal français, le coq, c'est des animaux asiatiques. Et plus précisément, leur habitat, c'est ce que vous voyez là, c'est de la jungle. Le nom anglais de la souche sauvage, c'est Red Jungle Fowl, la poule rouge de la jungle. Ce sont des animaux de jungle. Et donc, quand vous êtes des animaux qui vivez à l'extérieur dans des grandes plaines, vous pouvez vous permettre de communiquer visuellement assez facilement. C'est pour ça qu'assez rapidement, chez les moutons, les chèvres, les vaches, vous allez avoir assez peu de communication vocale, et ces communications vocales sont souvent pas extrêmement complexes de ce qu'on en connaît, parce qu'ils vont utiliser d'autres moyens, des postures d'oreilles, des postures de corps, des odeurs, ce genre de choses, parce qu'en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des animaux qui sont généralement des proies. Par conséquent, il vaut mieux pas être en train de gueuler et de se faire repérer par un prédateur. C'est pas le bon plan. Mais c'est aussi pour ça d'ailleurs que souvent on observe que les animaux domestiqués ont tendance à communiquer plus. Par exemple, les moutons domestiqués communiquent beaucoup plus que les moutons à tendance sauvage. Mais les cochons, si vous allez à côté de vaches, vous n'allez pas beaucoup les entendre meugler. Si vous allez vers un enclos de cochons, tout de suite ça bavarde plus. Je pense que Virginia me contredira pas là-dessus. Hein, ça se voyait, ouais. Les cochons, ça bavarde plus. Pourquoi? Parce que même si eux, ils ont un odorat qui est juste complètement phénoménal, les cochons vont communiquer par l'odorat, etc. Mais vu qu'ils sont du sous-bois, on voit un peu moins, il y a des buissons, il y a des trucs comme ça, la communication orale prend plus d'importance. Et alors les poules, vous êtes un animal grand comme ça en partant de la table, et vous vivez dans la jungle. Donc autant vous dire que les poules, elles sont en clan, elles ne se voient pas à 2 mètres. Donc, chez les poules, la communication vocale est bien plus importante. Et si vous allez à côté d'un groupe de poules, c'est pire qu'un groupe de cochons. Ça ne se tait pas.
Mais c'est normal parce que dans la vie sauvage, c'est des animaux qui communiquent énormément vocalement. Et aujourd'hui, c'est probablement un des animaux dont on connaît le mieux les vocalisations et qui sont d'une complexité absolument incroyable. Donc, il y a un phénomène qu'on retrouve beaucoup, c'est qu'on se rend compte que toutes les communications chez la plupart des animaux, pas tous évidemment, mais souvent, vont avoir des critères assez qui se transposent. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que quand vous entendez un bébé crier et quand vous entendez un agneau crier, c'est quasiment le même son. Si vous avez peut-être déjà vu des femelles hippopotames qui vont rentrer dans l'eau pour tabasser un crocodile qui est en train d'essayer de choper une jeune antilope. C'est très possiblement parce que en fait, ça déclenche sa réaction maternelle, le fait d'entendre un cri de petit. Donc ça serait possiblement lié à ça. Alors chez les poules, parce que les poules, il y a toujours des trucs complètement barjots, chez les poules, il faut savoir qu'avant que les poussins naissent, quand ils sont encore dans l'œuf, il est très important qu'ils aient l'œil, donc ils ont l'œil droit qui est collé contre la coquille. Parce qu'il faut que ça reçoive de la lumière pour que la latéralisation du cerveau se fasse correctement. Le problème, c'est que vous êtes une poule. Vous êtes en train de couver. Vous passez le meilleur moment de votre vie. Comment vous savez si votre gamin il est dans le bon sens ? Il faut que votre gamin il vous le dise. Et du coup, les poussins, quand ils sont dans l'œuf 2, 3, 4 jours avant la naissance, ils sont déjà en train de piailler pour dire « Retourne l'œuf !» ou « J'ai froid, il faut revenir !» Et on les entend faire des petites triolets de bonheur quand la poule revient. Donc on sait qu'ils communiquent, ça c'est les différentes communications qui ont été enregistrées, on sait qu'ils vont faire des sons et ça provoque une réaction chez la poule. C'est-à-dire que s'ils sont en train de hurler je me l'écaille, la poule va revenir et se mettre dessus. Et d'ailleurs, j'allais pas en parler, mais je rebondis. Quand Virginia disait que la poule ronronnait, le fait est que c'est vrai. Les poules ronronnent, elles le font notamment pour apaiser leurs petits. Peut-être qu'elles t'apaisent d'une certaine manière. Peut-être qu'elles te couvent d'une certaine manière. Et ces animaux ont beaucoup de types de communication. Par exemple, on a énormément étudié leur communication pour prévenir des prédateurs aériens et terrestres. Les poules, quand elles ont des prédateurs terrestres, ce sont des prédateurs qui chassent à l'affût. Donc, type un chat, quoi. Alors moi, j'ai le chat des voisins, il se met sous la cabane tous les matins. Il est sous la cabane où on met les graines pour les oiseaux. Il est assis dessous et il regarde. Ça, c'est nul comme chasse à l'affût, on va être clair. Nous, ça nous va, comme ça, il ne tue personne, mais c'est nul. En général, ils sont plus doués, les prédateurs des poules. Mais une fois que ces animaux-là sont grillés, une fois qu'ils ont été vus, ils lâchent l'affaire. Et donc, les poules, elles ont un cri. Vous avez déjà entendu « code, codec » ? C'est pas la poule en train de vous dire « Hey, ça va ?» C'est la poule en train de dire « Un prédateur !» Alors, le code, selon ses variations, peut être utilisé dans d'autres contextes. Mais en général, le codec, code est un signal très précis qui sert à attirer l'attention. Et le codec est un signal qui a beaucoup d'harmoniques, qui le rend assez dur à localiser l'appelant et qui fait que c'est le vrai gros signal d'alarme. À ce moment-là, quand ce son est joué, qu'est-ce que vous voyez ? Toutes les poules se dressent et regardent autour. Et si elles voient le prédateur va faire « Bon, je vais y aller ». En revanche, ce sont des animaux aussi qui peuvent craindre des prédateurs aériens, parce qu'elles ont beaucoup de rapaces dans leurs prédateurs naturels. Et ce n'est pas le même son. C'est-à-dire que le son, il est affreux. C'est un son très fort, très puissant et très disharmonique, parce qu'en fait, moins le son est harmonieux, plus le son a de nombreuses fréquences dedans, plus il est dur à localiser par le prédateur. Donc ça, c'est un coq sauvage. On lui passe au-dessus, c'est un écran. Ça, c'est Notice what the male's body posture is. Voilà, l'écran que vous voyez, en fait, il est au-dessus de la cage. Donc ça, quand le coq va faire ce son-là, tout le monde va s'aplatir au sol et aller se mettre sous les buissons. Donc c'est pas du tout les mêmes comportements selon le son qu'on joue. Et selon si le prédateur est haut, pas haut, gros, pas gros, va vite, va moins vite, ça va avoir une influence. Mais ça va plus loin que ça, c'est qu'il y a aussi un effet d'audience. C'est-à-dire que le coq ne va pas faire le même cri selon qui est autour. C'est-à-dire que s'il est tout seul, eh ben, il la ferme. Parce que ça ne servirait à rien de dire « Oh, il y a quelqu'un !» Le rapace, il va faire « Ah oui, il y a quelqu'un. » Mais si jamais le coq a une de ses poules préférées, parce que les coqs, on en parlera aussi, ils sont en charge de mener une très belle vie aux poules. Donc, s'il a sa poule préférée dans le coin, le coq va balancer son cri pour que sa poule puisse se mettre à l'abri. Si lui, il est proche d'un abri, il va le faire encore plus. Parce que si en plus on peut se mettre à couvert. Et alors, si lui est proche d'un abri ou déjà à l'abri et qu'il y a un rival qui a découvert, autant vous dire qu'il balance la sono, parce que si on peut faire buter le rival au passage, on ne va pas se priver. Et de même, je suis en train de regarder mon chrono, je dis, vas-y, on le sait, je suis long. Ils ont également un troisième comportement, ils ont un comportement
de nourrissage de la poule, parce que les poules, en fait, elles ont une espèce de petit bouquin où elles notent la qualité des coqs pour accepter de se reproduire avec un tel et pas un tel. Et donc, les coqs, ils ont une image de marque à maintenir. Donc, quand ils trouvent à manger, ils vont avoir un double comportement. Ils vont faire un petit son qu'on appelle le food call, qui est pop, 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 pop. Vous allez l'entendre, il le fait mieux que moi, puisque c'est un coq. Et ils ont également un mouvement de tête qu'on appelle le tit beating, c'est-à-dire qu'il va descendre, prendre le grain, le lever, le lâcher, refaire ça à plusieurs reprises. On pense que ces deux sons sont fortement liés l'un à l'autre, et que, enfin les deux comportements, que le son sert à attirer l'attention de la poule si jamais elle est loin, si jamais elle ne peut pas le voir. Et le tit beating lui-même, ça sert à focaliser l'attention de la poule sur son visage pour qu'elle reconnaisse que, ah oui, c'est lui qui est bien. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et ça, vous le voyez aussi. En fait, tous les comportements que vous voyez faire par le coq vis-à-vis de la poule, c'est aussi les comportements qu'a la poule vis-à-vis de ses petits. Donc c'est assez intéressant comme relation qu'ils ont. Donc voilà, là, vous voyez une poule sauvage qui est planquée dans le coin. And these staccato sounds. He picks up, drops the piece of food, but he doesn't eat it. He's Et waiting il ne to mange give it pas. to Donc her. là, il est en train d'appeler la poule. And Donc la watch poule, elle her. lui dit, bah moi je veux bien, mais Look enfin, il y a un how grillage là. intently she is watching him. And she'll actually remember him. And in the future, she will prefer to mate with him. Et donc là, la personne que vous entendez parler, c'est Caroline Smith, qui a énormément travaillé sur ces questions-là et qui justement dit que la poule va se souvenir de lui et plus tard, elle préférera ce mâle-là. Donc comme je le disais, il n'y a pas que les vocalisations qui comptent, il y a aussi toutes les communications posturales. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez les muscles qui gèrent les sourcils chez nous sont évolutivement très proches des muscles qui gèrent les mouvements d'oreille. Ce qui veut dire que, par exemple, un mouton qui va... vous allez froncer des sourcils, le mouton va froncer les oreilles. Globalement, ça fonctionne un peu comme ça. Donc, il y a eu plein de travaux qui ont été faits sur ces questions-là. Alors, quand les oreilles elles sont comme ci, comme ça, tournées. Et en fait, on arrive à peu près à déterminer, selon la position des oreilles, l'émotion qu'exprime l'animal. Au départ, certains des premiers travaux pour montrer que les animaux pouvaient exprimer... Oui, j'ai 40 minutes normalement. Eh ben, je suis à 33, j'ai un chrono devant moi. On a montré que qu'en fait, si vous jouez un son toujours le même à une chèvre, qui est un son d'appel de contact, qui a été enregistré dans une situation négative, et que subitement vous le passez dans une situation positive, eh bien, à ce moment-là, la chèvre a une réaction. C'est-à-dire que le changement de valence, c'est-à-dire le changement émotionnel qu'elle a perçu dans la voix, fait qu'elle se rend compte qu'il y a une variation. Donc c'est un des premiers travaux qui nous a montré qu'ils étaient capables de percevoir différentes valences dans les vocalisations. On a également montré, ça a aussi été fait chez les chèvres, que les chèvres, quand on leur présente un visage humain, souriant ou fâché, elles préfèrent aller vers le visage souriant. Donc elles sont capables de reconnaître des indices faciaux qui vont avoir cette influence. On sait aussi au niveau de l'empathie, ça se sent que j'accélère un peu, hein, mais on sent aussi qu'au niveau de l'empathie, donc l'empathie, c'est un phénomène qui a deux composantes. Il y a la composante purement émotionnelle, c'est la contagion émotionnelle. Vous rentrez voir quelqu'un qui est complètement déprimé, vous allez avoir du mal à garder la patate. Vous rentrez dans une pièce avec quelqu'un qui a une patate de malade, ça va avoir tendance à vous enjailler aussi. Eh bien, les cochons, c'est la même chose. On a clairement montré que chez les cochons, si jamais vous prenez dans un groupe un individu, que vous lui faites vivre une situation pourrie et que vous le ramenez, tous les autres vont commencer à déprimer. Si au contraire, vous lui faites vivre une situation super classe et que vous le ramenez dans le groupe, tout le monde va avoir tendance à être tout content dans tous les sens. Et il y a une partie, donc ça c'est quelque chose qu'on a trouvé chez la plupart des animaux, mais il y a une partie plus complexe qui est l'empathie cognitive, c'est-à-dire être capable de se mettre à la place des autres. Or, on l'a montré avec les poules. Comment ça fonctionne ? Globalement, vous avez donc une cage avec 3 espaces. Un espace d'observation, une zone négative, une zone positive. Alors, c'est un bien grand mot, négatif et positif. Négatif, les poules vont recevoir un souffle d'air au visage, ce qu'elles considèrent comme quelque chose d'alarmant. Dans positif, il ne se passe juste rien, en fait. Donc, les poules vont apprendre, dans la cage rouge, c'est négatif, dans la cage verte, c'est positif. Ok, c'est positif. Comme toutes ces poules qui ont été prises pour l'expérience ont des poussins, eh bien, on va prendre les poussins des poules, et il y en a qui vont apprendre la même chose que leur mère. Quand je suis dans la cage rouge, c'est dangereux, je reçois un souffle. Quand je suis dans la cage verte, tout va bien. Donc, quand on va mettre la poule dans la zone d'observation et qu'elle va voir ses poussins dans la zone rouge, elle devrait paniquer, les poussins devraient paniquer. Dans la zone verte, ni la poule, ni les poussins ne paniquent. Et c'est effectivement ce qu'on observe. Mais là, vous pourriez dire, c'est juste de la contagion émotionnelle, Sébastien. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'un deuxième bloc de poules, leurs poussins ont appris l'inverse. Dans la zone verte, c'est dangereux, dans la zone rouge, c'est pas dangereux. Ce qui veut dire que quand la poule va les voir dans la zone rouge, eux ne vont pas réagir. Est-ce qu'elle va paniquer ou pas ? Si elle panique, c'est-à-dire qu'elle se projette sur ce qu'elle a vécu et qu'elle le projette sur ses poussins. Si au contraire, elle ne réagit pas, ça veut dire que c'est que de la contagion émotionnelle. Et il s'avère que la poule réagit quand ils sont dans la zone rouge, même si eux s'en foutent totalement.
Donc, la poule est vraiment capable de transposer ce qu'elle a en tête sur ce que vivent ses poussins. Et on a d'autres travaux d'apprentissage, d'enseignement chez la poule qui confirment ce truc-là. Maintenant, on va finir par la partie sur la vie sociale. Et on va commencer par les poules parce qu'elles sont vraiment à part. Tout à l'heure, on parlait des clans. Virginia parlait à très juste titre des clans, et notamment de clans matriarcaux. Il faut savoir que la structure de clan matriarcal, c'est la structure vraiment typique mammifère, notamment mammifère herbivore. Donc ce que tu observais avec les vaches, les moutons, c'est normal. C'est leur structure classique, c'est des femelles, et les mâles sont solitaires. Je vais y revenir. Les poules, ça marche pas du tout comme ça. Voilà la structure des poules. Les poules, ça fonctionne en harem. C'est-à-dire que vous allez avoir un mâle dominant généralement territorial qui va protéger une zone. Vous allez avoir les poules qui acceptent de vivre avec lui à proximité, à condition qu'il les protège et qu'il leur apporte à manger. Et des fois, vous allez avoir des mâles, vous avez alors les castes hiérarchiques chez les mâles, je vous le passe parce que c'est une complexité phénoménale. Mais il y a beaucoup de types de mâles différents. Là, alors les poules aussi, un truc qui n'est pas beaucoup connu, font de l'épouillage, comme on le voit chez d'autres animaux qui s'enlèvent des poux, qui sont fait du grooming, du toilettage mutuel. Ça arrive qu'on l'observe chez des poules aussi, vous voyez, elles nettoient autour du bec là où l'autre poule ne peut pas le faire. Bon, il y en a qui aiment moins que ça, hein, enfin moins que d'autres. Et donc ça, c'est une publication qui était fascinante, qui a été faite, où en fait, donc ça, c'est une île, l'île de Northwest Island en Australie. Et tous les carrés que vous voyez, les carrés noirs, ce sont les arbres de perchage, parce que ce sont des oiseaux dont le territoire est organisé autour des arbres de perchage. Donc la nuit, ils montent dans l'arbre de perchage, c'est leur territoire. Et en période de reproduction, les territoires sont extrêmement protégés. C'est-à-dire que le mâle va faire le tour, il va se taper avec les autres mâles s'ils essaient de rentrer. Mais les poules, elles vont avoir tendance à se dire « Ouais, mais il n'y a pas assez de trucs sur mon territoire, je vais aller voir s'il y a à manger sur le territoire d'un autre. » Et du coup, si elles trouvent un truc à manger sur le territoire d'un autre, c'est le job de leur mâle d'aller péter la gueule à l'autre pour lui prendre son territoire. Si vous avez l'occasion de mettre la main sur ce papier, c'est incroyable, c'est Game of Thrones. C'est-à-dire qu'ils ont donné des noms à tous les coqs. Il y a des arbres de perchage secondaires, il y a des mâles qui vivent sur un sous-territoire. C'est très très complexe. Et hors période de reproduction, en revanche, l'arbre de perchage reste le centre du domicile, on va dire, mais les territoires ne sont pas défendus. En revanche, les frontières ne sont pas du tout défendues. Et c'est très compliqué. La vie des poules, c'est très complexe. Donc, chez les mammifères dont on est en train de parler là, donc vaches, poules, cochons, etc., ce sont des animaux principalement matriarcaux. Et comme le disait très justement Virginia, ce sont des animaux qui généralement vivent en petits groupes. C'est-à-dire qu'on va avoir une femelle avec 3, 4 autres femelles qui seront presque toujours les mères et les sœurs et les filles. En général, c'est des groupes familiaux. Donc vous allez avoir ces groupes-là, et la dirigeante, c'est la mère, et les mâles vivent à part. Les mâles vivent en solitaire et reviennent dans le groupe qu'en période de reproduction. Chez les vaches, alors ce que je dis là, c'est une règle théorique. Dans la vraie vie, ça va dépendre de la personnalité des individus, de la composition du groupe, ça va dépendre de plein de trucs. Vous avez des groupes de chèvres sauvages en Écosse où elles vivent à 4-5, à Majorque, elles vivent à 300, en groupe mixte. N'importe quoi. Bref, chez les vaches, ça peut être des grands groupes. Donc ça, c'est une étude qui est fascinante, qui a été faite au Kenya sur des groupes de zébus, donc c'est quasiment la même chose. Et pendant 5 ans, ils les ont étudiés et ils ont montré notamment, par exemple, qu'il peut y avoir des groupes d'affects, c'est-à-dire que ça, c'est les différentes années. C'était pour une femelle qui s'appelle Gila, ça probablement, j'arrive pas à lire, c'est trop petit, mais pour une des vaches, et ça, c'est le nombre d'individus avec laquelle on l'a observé en train de manger. Et on se rend compte qu'année après année, elle est tout le temps avec le même individu. En fait, les vaches ont des meilleures copines. Et en général, c'est des copines à vie. Vraiment, les vaches vont créer des relations très fortes. Tout à l'heure, vous avez vu dans la vidéo de Virginia des vaches qui se léchaient. Ça, c'est un comportement d'affiliation, c'est un comportement d'amitié. Et d'ailleurs, si on pousse, il y a vraiment des études qui ont été faites pour montrer où les animaux préfèrent être gratouillés. Les vaches, c'est sous le cou. Et vous avez vu que Virginia grattait beaucoup le cou, alors que les cochons, en revanche, c'est le bidou. Ah, si vous avez des cochons, le bidou. J'accélère un peu parce que je suis quasiment, désolé pour celle-là, j'ai pas le temps. Mais en gros, ça, c'est une étude qui montre que quand les cochons savent où est cachée de la nourriture, ils vont y aller directement. Si en revanche, on leur met un cochon qui risque de leur voler la nourriture, ils ont tendance à faire « Oh non, je ne sais pas où c'est », à se balader et à attendre de sortir du champ de vision de l'autre pour tracer à la nourriture et le manger devant lui. Enfin, la transmission culturelle et le leadership. Parce que, je le dis brièvement, tout à l'heure, Virginia disait « On a des leaders et les leaders, c'est… En fait, ce n'est pas les mêmes choses que les dominantes. C'est-à-dire que les dominantes, par exemple, chez les cochons, les vaches, machin, ça sera souvent la mère. Chez les vaches, c'est un peu différent. Les dominantes, c'est les plus âgées. Il y a une espèce de hiérarchie par l'âge. Donc, vous arriverez toujours à un statut élevé chez les vaches, en devenant la plus âgée. Les leaders, en revanche, sont les individus avec le meilleur réseau social. C'est les influenceuses. Si vous approchez d'un champ et que vous voyez des vaches approcher, c'est la leaduse. En revanche,
comptez 4, 5, 6 vaches, celle qui est au milieu, c'est la dominante. Et elle, c'est celle qui aura l'accès prioritaire au couchage, à la nourriture, au fourrage, etc. Et donc, vous allez avoir des comportements comme ça, qui peuvent être aussi culturels, c'est-à-dire que par exemple, vous avez des moutons selon la race, selon si c'est des Welsh Mountain ou des Clone Forest chez les brebis, elles ne mangent pas la même chose, elles ne mangent pas les mêmes trucs. Et elles n'utilisent pas le territoire de la même manière. Et si vous prenez un jeune Welsh et que vous le faites élever par une Clone Forest, il développera les comportements culturels de la Clone Forest. Donc vous allez avoir des transmissions culturelles. Et une publique est géniale qui a été faite sur des mouflons. Aux États-Unis, ils ont voulu réintroduire des mouflons sur une montagne. Et en fait, on a découvert que les mouflons qui ont été introduits et qui ne connaissaient pas, utilisaient, en fait, ce qu'on voit ici, c'est est-ce qu'ils montent haut dans la montagne, est-ce qu'ils parcourent beaucoup de kilomètres en largeur dans la montagne. Ça, c'est ceux qui viennent juste d'être introduits. On se rend compte qu'ils utilisent une zone assez restreinte au cours de l'année. Ça, c'est les individus qui ont été réintroduits avec des individus qui étaient déjà là, donc c'est des groupes qui ont été gonflés. On se rend compte qu'ils montent un peu plus en altitude. Donc pourquoi ils montent en altitude? C'est pour pouvoir avoir accès aux meilleures plantes, en fait, selon la saison. Et là, c'est les groupes d'origine. Utilisation du territoire bien supérieure. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait aujourd'hui, c'est que si vous tuez les individus les plus âgés, vous tuez la culture de ces sociétés, et en fait, vous ne pouvez plus les réadapter. Et alors, j'allais terminer avec un truc sur le rapport à la mort, donc ça clôturera avec ce qu'a montré tout à l'heure Virginia. C'est une vidéo qui a été filmée au Farm Sanctuary aux États-Unis d'un taureau qui est en train de décéder. Pareil que Virginia, on ne va pas faire de l'anthropomorphisme. Je n'ai aucune idée de ce que ça provoque dans leur vrai monde, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ça ne provoque pas rien. Et surtout, on l'a dit, même si brièvement, ce sont des animaux très sociaux, qui vivent donc très proches les uns des autres. Donc la perte d'un individu, ça ne peut pas être anodin. Contrairement aux autres herbivores dont on parlait, les vaches ont tendance à vivre dans des troupeaux un peu plus gros, avec quelques sous-groupes à l'intérieur. Souvent, c'est des sociétés en fission-fusion, c'est-à-dire les gros groupes se rejoignent à certains moments importants, par exemple là, et le reste de la journée se sépare en petits groupes familiaux. Donc, comme le disait Virginia, on a tendance à voir ces animaux comme des produits ou comme quelque chose d'assez lointain, de bucolique, mais en fait, ils ont des vies à eux qui comptent pour eux, qui sont très importantes pour eux. Et effectivement, on en a certains qui vont vivre assez bien la séparation, beaucoup vont vivre très mal les séparations, qu'on retrouve notamment beaucoup en élevage. Et en réalité, c'est des animaux qu'il faut considérer pour ce qu'ils sont, des animaux à part entière, avec leur propre vie, avec leur propre monde mental, comme nous, mais en différent. Et en fait, que ce soit différent, c'est pas grave, c'est presque ça qui est cool, parce que à chaque fois, on cherche à trouver des extraterrestres, mais on n'a pas besoin. On a plein d'autres intelligences fascinantes tout autour de nous. Et j'espère que cette présentation vous aura permis de mieux l'appréhender. Les dédicaces seront tout à l'heure à 16h30, mais ça sera après la conférence sur les araignées.
Non, vous m'entendez? Quand vous disiez que pour les expériences avec les moutons ou les chèvres, je ne sais plus, ça marchait pas pour toutes les chèvres, il y en avait qui étaient nulles. Alors, nul, je pense qu'il y a des gros guillemets. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a des animaux, à l'instar des humains, qui sont bêtes? Est-ce que vous opposez la bêtise à l'intelligence? Pas du tout. Dans le cas présent, on a juste à faire soit des animaux qui ne sont pas assez motivés, soit des gros flemmards, en fait. Enfin, des grosses flemmardes, parce que c'est des femelles, mais peut-être qu'elles sont très bonnes dans d'autres domaines et pas dans celui-là. Il peut y avoir 1 million de raisons. En réalité, c'est comme chez les humains, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont être très bons dans certains domaines, moins bons dans d'autres. On a des gens qui sont plus pratiques, qui aiment bien construire des choses, d'autres qui sont plus intellectuels. En fait, on l'observe chez tous les animaux parce que la personnalité et les différentes fonctions cognitives, c'est hyper important pour les animaux qui vivent en groupe parce que c'est la diversité qui permet au groupe de fonctionner. C'est-à-dire que si vous avez que des individus très aventureux, le groupe va se déstructurer immédiatement. Souvent, on va observer des animaux très courageux, très aventuriers, mais qui sont souvent pas très flexibles dans leur apprentissage et qui sont assez solitaires. Alors que les individus, souvent un peu plus timides, sont souvent plus sociaux et sont souvent plus flexibles en matière d'apprentissage. Donc on observe on va dire des personnalités de ce type-là en fait assez régulières. Donc non, c'est juste que ces animaux-là, c'était pas leur truc. Et ils ont... Je sais pas si ça marche. Et il faut savoir que dans chaque clan, les individus ont un rôle en fait instinctif qu'ils vont incarner. Et donc parmi les individus qui sont peut-être moins vifs d'esprit, il y en aura parmi lesquels il y aura des médiateurs de clan. Par exemple, ça j'en ai vu régulièrement, que ce soit chez des moutons, des poules ou des cochons. Donc chacun a un rôle simplement, donc avec des facultés différentes mais complémentaires. Juste une question. Vous avez parlé de la différence entre ces deux cris, le code-code-codec et puis le cri strident qui est déclenché par un oiseau. Est-ce que la reconnaissance est acquise ou est-ce que c'est inné? Est-ce qu'un poussin de quelques jours saura reconnaître la différence entre les deux cris? Alors, on est dans le débat de l'inné et de l'acquis. Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai tendance à réfuter. Parce que certes, il y a des comportements qui vont être disponibles dès la naissance, on va dire, mais qui ensuite peuvent être modifiés culturellement. Et la plupart le sont. Ce qui fait que là, dans l'apprentissage des sons, j'imagine que ce qui est le son de base, mais ça n'a pas été testé exactement avec des poussins, mais il est probable que ce soit quelque chose qu'ils ont à la naissance. Mais en revanche, tout ce qui est l'aspect effet d'audience, il y a d'énormes probabilités que ce soit appris. Donc le fait de réagir différemment, s'il y a une poule qui est là, s'il n'y a pas de poule, s'il y a le coq, ça, il y a 9 chances sur 10 que ce soit appris. Surtout que tout à l'heure, je n'ai pas pu le montrer parce que je n'avais pas le temps, mais il arrive même que les coqs mentent, ou en tout cas fassent de la rétention d'informations quand ils appellent une poule pour trouver de la nourriture. Ça arrive des fois que les coqs subalternes ne produisent pas le food call, ne produisent pas le son, de façon à ne pas attirer l'attention du mâle dominant, mais qu'ils le fassent dans le champ de vision de la femelle qui les intéresse pour qu'elle les voit en train de le faire. Donc voilà, il va y avoir... Et probablement que le food call, c'est quelque chose qu'ils ont dès la naissance, tout le comportement, mais il est flexible ensuite culturellement selon les situations. C'est très intéressant ce que tu dis parce que nous, quand on a accueilli Wakan, le dindon dont je parlais tout à l'heure, donc Wakan, issu d'un élevage intensif d'engraissement, donc enfermé, jamais vu un rapace de sa vie. Il est arrivé au sanctuaire et au bout de quelques semaines, il a commencé à observer, je pense même déjà à distance, les rapaces approcher du sanctuaire. Même moi, je les voyais pas encore, mais lui, il les sentait. Et il allait faire un cri très particulier pour avertir les poules, qui sont même pas de son espèce, mais pour qu'elles aillent se cacher. Donc lui faisait ce cri, moi je voyais pas le rapace, les poules allaient se cacher et le rapace arrivait peut-être 35 secondes après, alors qu'il n'avait jamais en fait vu de rapace, il n'avait pas appris ce cri non plus, donc il y avait quand même en tout cas là une part d'inné, mais de sociabilité pour protéger ses congénères qu'il appréciait. Ah bah je rebondis parce que c'est super intéressant. On sait que chez beaucoup d'espèces, et notamment d'espèces d'oiseaux, ils peuvent apprendre les cris d'alerte des autres espèces. On l'a même montré chez les poissons avec des odeurs, où des ménés à grosse tête peuvent apprendre l'odeur d'alarme des épinoches. Du coup, c'est même possiblement ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il est possible qu'en vivant avec les poules, il ait compris que ce cri-là était un cri d'alerte aérienne et qu'il se le soit approprié. À ma connaissance, il n'y a pas vraiment de travaux qui ont été faits sur les vocalisations des dindons, mais ça, honnêtement, ça ne m'étonnerait pas du tout. Chez les oiseaux, ça serait vraiment assez... ça ne serait pas étonnant. Attendez. Vous me direz que ça n'a aucun rapport, mais vous avez parlé longuement des poules et des poussins.
sans aborder évidemment, puisque vous direz que ce n'est pas le sujet, des poussins qui sont sélectionnés à la naissance, qui sont mis sur un tapis roulant et qui directement passent à la broyeuse parce qu'on ne garde que les mâles. Ça, c'est dans les élevages. Et en ce qui concerne le sentiment maternel, si on peut appeler ça, vu qu'il y a une telle promiscuité et que les truies sont gardées dans des conditions infernales, quand on voit les petits porcelets qui sont, comment dirais-je, serrés autour de leur mère, qui sont sur des caillebotis, qui peuvent même pas, la mère ne peut même pas se retourner, rien du tout, il faudrait aussi dénoncer, tout en relevant leur intelligence, le triste destin des bêtes d'abattoir. Et on en fait autant d'ailleurs, monsieur, avec les chevaux, ce que vous ignorez peut-être. Et par contre, je voudrais signaler quand même que je n'aime pas du tout le terme employé de lideuse. Je ne sais pas où vous avez inventé ça, à force de féminiser tout, ça sort un mot affreux. Merci. Eh bien, je ferai avec. Pour ce qui est des trucs, effectivement, vous l'avez dit au départ, c'était pas le sujet, donc j'en ai pas parlé, mais je suis d'accord avec ça. D'autant plus qu'en sauvage, les cochons, c'est un truc qui est pas très connu, mais ils nidifient. C'est-à-dire que les truies font des nids, en fait, normalement. Elles regroupent de l'herbe, elles font des gros nids avec de l'herbe. Des fois, c'est même des nids couverts, les sangliers, enfin les laits. Vous pouvez vraiment trouver des nids de lait complètement fermés sur le dessus. Ce qui fait qu'effectivement, il y a beaucoup moins de mortalité que dans les élevages. Dans les élevages, on a des animaux qui sont trop gros. 2, on a une promiscuité, comme vous le disiez, qui est tellement intense qu'on a des écrasements, des trucs comme ça, qui sont, du peu de travaux qu'on a là-dessus, beaucoup moins fréquents en sauvage. On va prendre une dernière question. La dernière, je suis désolée, mais... Bonjour, j'ai une question pour vous deux, peut-être. D'abord pour vous, Sébastien. C'est par rapport à la responsabilité de l'humain dans tout ça. Parce qu'on apprend énormément des animaux de 2 façons différentes, que ce soit dans les laboratoires qui peuvent parfois être plus ou moins extrêmes par rapport à, par exemple, les traumatismes qu'on peut faire subir à des poussins ou d'autres animaux pour voir la réaction des parents. Donc comment c'est au niveau scientifique et comment vous, Virginia, ça vous inspire de pouvoir apprendre d'une autre façon des animaux? Et est-ce qu'il y a une conciliation entre ces 2 façons complètement différentes? En fait, donc pour répondre sur la partie scientifique, il faut savoir que dès qu'on commence à travailler selon les espèces, ça va beaucoup varier aussi des objectifs. C'est-à-dire qu'on va avoir par moments des objectifs qui vont être de la neuroscience, et où là, on va nécessairement tomber sur de l'euthanasie derrière, de la dissection de cerveau, et des trucs qui éthiquement questionnent vraiment très très fort. Moi, je sais que j'ai tendance à essayer de mettre en avant au maximum des travaux qui ont le plus d'éthique possible. Après, quand vous commencez à partir dans les années 90, c'est un peu plus tendu. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de scientifiques qui vont travailler. Par exemple, il y a pas mal de travaux qui ont été faits sur les chèvres, qui ont été faits par Christian Novroth et ses équipes, où ils le font dans un sanctuaire en Angleterre, où c'est des animaux, justement, un peu comme le sanctuaire coexistait, c'est des animaux qui ont été sauvés de situations dramatiques, et ils travaillent avec eux. Et ils travaillent notamment sur comment ils se réhabilitent émotionnellement, mais aussi sur plein de trucs, sur comment ils se comportent avec l'humain. Donc... c'est des questions qui sont très dures parce que, on va dire, moi j'essaie au maximum de mettre en avant celles qui sont bien à mon sens. Quand j'en trouve qui sont vraiment très problématiques, j'ai tendance à les citer aussi, justement pour souligner cet aspect-là. Mais de plus en plus, selon les espèces, il y a de plus en plus de gens qui reviennent sur le terrain. Parce qu'en fait, on a eu une période où il y avait beaucoup de travaux sur le terrain. Par exemple, les travaux dont j'ai parlé là, c'était ceux en société, les zébus et les poules sur l'île, c'était des travaux des années 60 et 70. Pendant les années 90, on a pas mal perdu du terrain. C'est arrivé vraiment en labo, on a développé des protocoles, c'est un peu plus compliqué. Et là, aujourd'hui, ça revient beaucoup sur du terrain. Donc ça prend une tournure qui est plutôt bonne, mais on a aussi affaire à des animaux qui ont des intérêts économiques très puissants. Par conséquent, il y a énormément de travaux qui, moi, ne m'intéressent pas pour le coup, mais tous les travaux de zootechnie sur comment on va adapter au mieux les animaux aux situations dans lesquelles on les met, ce qui n'est peut-être pas la façon dont il faudrait raisonner. Mais madame, tout à l'heure, disait oui, sur les chevaux, on fait pire et tout. Alors, moi qui suis vraiment... un de mes gros domaines de spécialisation, c'est les poissons. Croyez-moi, ces animaux-là, à côté des poissons, les poissons, c'est vraiment ceux qui morflent le plus. Mais ouais, donc on a des travaux comme ça, mais il y a les raisons pour lesquelles ils sont faits qui vont poser aussi les limites du truc. Moi-même, je suis dans des situations d'ambiguïté très régulièrement. Alors,
Moi, je suis en général assez fâchée avec le monde scientifique, je dois dire. Justement parce que j'ai l'impression qu'on va systématiquement créer des contextes pour prouver des comportements ou analyser des comportements qu'on pourrait en effet globalement analyser sur le terrain avec des animaux dans un contexte comme celui d'un sanctuaire. Et j'ai vraiment l'impression que l'immersion permet de déployer des connaissances encore plus grandes parce qu'on laisse les animaux librement être qui ils sont. Et c'est vrai que, et je trouve génial le travail que tu fais, hein. C'est absolument pas une critique envers toi, mais c'est plutôt cette volonté de valider par la blouse blanche des comportements ou des observations qu'on peut faire en fait juste en s'immergeant auprès des animaux aussi. Et d'ailleurs, de nouveau, c'est vrai que les animaux en payent le prix directement, hein. Chez nous, il y a 2 truies qui sont issues d'un laboratoire, comme je le disais tout à l'heure, Root et Gila. J'ai encouragé typiquement les laborantins, laborantines du laboratoire à désormais faire des expériences façon de parler, des observations plutôt directement sur le terrain. Et le mot est passé, mais pour l'instant, la direction refuse. Tu vois, donc c'est assez intéressant. Mais en gros, je pense qu'on a tout à faire et on gagnerait en humilité, en effet, de s'immerger plutôt dans les clans des animaux pour les observer, plutôt que d'être dans ce rapport systématiquement asymétrique où les humains vont faire des déductions sur les comportements des animaux. Surtout que là, c'est pas ton cas et c'est pas le cas des études que tu as montrées, mais que c'est souvent pour mieux en tirer profit, en effet. Et là, ça nous questionne en tant qu'humains dans notre rapport aux autres. Je voulais rajouter aussi qu'il y a un aspect auquel je n'ai pas pensé en répondant tout à l'heure et ça m'y a fait penser quand tu as parlé. C'est qu'il y a aussi l'intérêt d'avoir des refuges et des choses comme ça où les gens se plongent dedans. C'est qu'il y a des moments, ils vont voir des choses que les scientifiques ne connaissaient pas et où on va pouvoir avoir des travaux dessus. Et justement des découvertes de suite, parce que là où ça devient intéressant d'avoir des travaux, c'est qu'on peut... Le problème, c'est que quand vous vivez avec des animaux, on a tendance, comme tu disais, on essaie d'éviter l'anthropomorphisme, mais il y a toujours une limite, parce qu'on est des humains, on voit à travers notre filtre d'humain. Je veux dire, moi j'ai des chats, j'ai l'impression que je les connais par cœur, sauf qu'ils ont une audition qui est meilleure que la mienne, et je suis sûr qu'il y a plein de trucs, je passe complètement à côté. Et l'avantage, c'est que par exemple, on va voir un comportement, ça va tourner sur les réseaux, par exemple, et des scientifiques vont se dire, oh tiens, mince, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On va essayer de creuser, on va essayer d'enlever justement. C'est la raison pour laquelle souvent il va y avoir soit du labo, soit des trucs plus contrôlés, c'est pour dire, ok, on va enlever tout ce qu'il y a autour de façon à être sûr qu'on observe bien ce qu'on veut observer. Mais par exemple, là, il y a un cas qui est très très marrant, c'était un scientifique qui travaillait sur la perception de rythme chez l'animal, et il est tombé sur une vidéo d'un perroquet qui s'appelle Snowball, et qui danse sur du Backstreet Boys. Et jusqu'à maintenant, lui, il ne savait pas que ça existait. Et du coup, ce gars, il est allé voir le refuge où il y avait ce perroquet, il est allé le filmer, donc vraiment en sauvage, enfin pas en sauvage, parce que c'est un animal domestique, dans son refuge, en train de danser sur du Backstreet Boys, et du coup ils ont accéléré la musique, ralenti la musique, et donc on a toutes les vidéos, c'est hilarant. Et le perroquet, il est à bloc, hein. Oh mon Dieu. Et du coup, ça a donné plein de travaux super fascinants sur la perception du rythme chez les animaux, à partir de cette vidéo YouTube sur laquelle est tombé ce scientifique, quoi. Merci de terminer sur cette... Je suis désolée, je suis obligée de couper parce qu'on pourrait en parler comme ça pendant des heures, mais maintenant, on va passer aux araignées. Merci 1000 fois à Virginia Marcus. Alors, vous aurez tout à l'heure leur livre, hein, Ce que murmurent les animaux, et Sébastien Moreau, Les cerveaux de la ferme.